RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Bienvenue à cette grande session de nouvelles. Mais avant tout, voici les grandes articulations de votre journal. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le Congo-Kinshasa traduit en justice le Rwanda. Le procès devant la Cour de justice de l'EAC s'est ouvert ce jeudi à Arusha en Tanzanie. La présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC, le pillage, les viols et les massacres perpétrés dans cette région, telles sont les accusations du gouvernement congolais contre son voisin, le Rwanda. Les députés nationaux de la province du Kasaï central saluent l'évolution des différents travaux routiers sur l'ensemble de leur province et promettent d'accompagner l'Office des routes dans la mobilisation des fonds pour parachever certains chantiers. Et puis, célébration, c'est 26 septembre de la journée mondiale de la contraception. Une façon de sensibiliser les femmes à espacer les accouchements pour éviter les décès maternels et limiter les grossesses risquées. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois de plus, merci de choisir la RTGA pour vous informer et bienvenue à cette session des nouvelles. Je l'ai dit en titre, le procès intenté au Rwanda par la République démocratique du Congo devant la Cour de justice de l'EAC a débuté ce jeudi 26 septembre 2024 à Arusha en Tanzanie. Cette première audience a constitué une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda dont l'agression violerait l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les accusations de Kinshasa portent sur la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC ainsi que sur les pillages, viols et massacres perpétrés dans cette région. Le vice-ministre de la Justice et contentieux Samuel Mbemba, qui est à la tête de la délégation congolaise, croit dur comme fer à la victoire du Congo-Kinshasa dans ce procès. Et puis, ouverture ce 26 septembre 2024 de la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani. Les deux parties inscrivent ces assises dans le cadre de la gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud dans les jours prochains. Et Suzy Kibira nous en parle. C'est dans le cadre d'une gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud que ces travaux de la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud ont été ouverts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a indiqué que ces assises visent en amont la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière de frontières entre les deux pays, bien avant l'élaboration d'un calendrier conjoint pour la signature d'un protocole d'accord entre les responsables de la sécurité de ces deux pays. À l'occasion de la tenue de la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, j'aimerais en la trame de ce mot
remercier le gouvernement du Soudan du Sud d'avoir répondu à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Pour rappel, la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud a une longueur d'environ 787 km et est exclusivement terrestre. Une frontière qui a été délimitée mais jamais démarquée et est régie par le régime de neutralité du 12 mai 1894. Voilà qui traduit la volonté de ces deux chefs d'État du Congo démocratique et du Soudan du Sud de voir leur pays vivre en paix. Les travaux iront du 26 au 27 septembre 2024. Et toujours dans le domaine de la coopération, une délégation des forces armées de la RDC prend part au forum sur la paix et la sécurité à Beijing en Chine. Ce séminaire de l'éducation militaire qui réunit les responsables d'enseignement militaire des différents pays a pour objectif la construction d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique pour promouvoir la modernisation de l'éducation militaire. Plus de détails avec Lydie Mbouy. Il se tient en Chine un séminaire de l'éducation militaire sur la paix et la sécurité et Chine-Afrique. Les forces armées de la République démocratique du Congo y sont représentées par une délégation conduite par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa. Cette rencontre, qui réunit les responsables d'enseignement militaire des différents pays, a pour thème la coopération sur l'éducation militaire sino-africaine. Prenant la parole, le général de brigade Kakenza Jean-Claude a évoqué l'organisation et le fonctionnement des écoles militaires en RDC. Pour l'opportunité que vous avez daigné m'accorder à ma prise de parole du coup de cette tribune afin d'apporter la pierre précieuse de nos forces armées à ces forums de l'élite par le domaine le plus sensible et le plus important lié à la formation des militaires. Avant de m'étendre sur ma prestigieuse école, permettez-moi de faire un bref aperçu sur l'organisation de l'enseignement militaire dans mon pays. Toutes les écoles militaires de la République démocratique du Congo sont supervisées au sein d'un grand et unique corps dénommé Commandement général des écoles militaires. Ce forum, qui va se clôturer le 28 septembre 2024, a pour objectif de construire une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique afin de promouvoir la modernisation de l'éducation militaire. Et puis la situation des violences sexuelles en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre Denise Nyakeru Tshisekedi et Pramila Patien, représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions des violences en période des conflits. Les deux personnalités ont constaté que les progrès réalisés régressent pour manque de ressources financières. Clarisse et Coco Kapalai. Les deux personnalités, à savoir Pramila Patien, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en charge des questions des violences commises en période de conflit, et Denise Nyakeru Tshisekedi, championne globale des Nations Unies de lutte contre les violences sexuelles, ont passé en revue la situation des violences sexuelles en République démocratique du Congo. J'ai brossé un tableau et évoqué la situation, surtout au Soudan, qui est très préoccupante, mais après, nous avons évoqué la situation de la RDC qui non plus ne va pas dans le bon sens. La situation est très critique avec les hostilités à l'est du pays. Mais nous avons aussi parcouru les efforts du gouvernement par rapport à la justice transitionnelle et les fonds de réparation. Et nous avons, je me suis engagée à apporter un soutien technique à FONAREF, vu quelques obstacles
qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la loi portant sur les réparations. Les progrès réalisés dans ces secteurs, plus particulièrement la mise en place du FONAREV et plusieurs autres actions menées conjointement avec le gouvernement du pays pour éradiquer ces phénomènes ont été discutés. Ces échanges ont été clôturés par les préparatifs de la commémoration des 15 ans du mandat du bureau de Pramila Pantene. Elle a souhaité voir Denise Nyakiro Tshisekedi participer à cet événement en sa qualité de première championne globale de son bureau. Et puis, la campagne Nous sommes égaux en action, lancée en 2023 à Kinshasa par les premières dames d'Afrique, a été transformée en programme concret pour maintenir l'élan et susciter un changement durable. Il est question de transformer les plaidoyers en action et collaboration. C'était en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU que l'Organisation des premières dames d'Afrique a profité pour lancer ce programme. Les épouses des présidents africains ont par la suite organisé une table ronde sur les repas scolaires. Clarisse Koko Kapala, encore une fois de plus. À l'occasion de la 69e Assemblée générale des Nations unies, les premières dames d'Afrique ont saisi cette opportunité pour transformer cette initiative en un programme concret pour maintenir l'élan et susciter un changement durable. Cette reconnaissance a conduit à la contextualisation « Nous sommes égaux en action ». Il est question de transformer les plaidoyers en action et collaboration. Cette campagne est conçue pour approfondir son impact au niveau national. La grande rencontre des premières dames d'Afrique a été précédée par une formation des cadres supérieurs et conseillers techniques des premières dames, une formation initiée en partenariat avec Global First Lady Academy pour améliorer les actions menées par le First Lady dans leurs pays respectifs pour le bien-être, l'autonomisation des enfants, des jeunes filles et des femmes. Selon la secrétaire exécutive de l'OPEDAD, le but de cette formation est de donner aux conseillers techniques un cadre d'échange d'expérience qui vise l'amélioration de leur travail dans les bureaux des premières dames d'Afrique pour le développement. Les épouses des présidents africains ont par la suite échangé sur les repas scolaires respectueux du climat. La fondation Rockefeller et l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement ont organisé une table ronde intitulée « Le pouvoir des repas scolaires pour améliorer les résultats de l'éducation ». Objectif était de lancer l'appel à l'action et plaider en faveur des repas scolaires respectueux du climat. Il a été démontré au cours de cette rencontre que les repas scolaires ont un impact crucial sur les résultats scolaires et la qualité de vie des enfants vulnérables du monde entier. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour agir à grande échelle et l'impact potentiel est immense. J'aimerais lancer un appel à toutes les premières dames, au gouvernement, aux organisations internationales, aux entreprises et aux philanthropes ici présents. Investissez dans les repas scolaires respectueux du climat. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque enfant en Afrique bénéficie d'une alimentation saine. À ces jours, 18 pays ont lancé cette campagne. Chacun défend des questions spécifiques liées aux 4 piliers de cette campagne. Toujours dans le volet diplomatique, la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Kazadi-Yamba, a échangé le mercredi 25 septembre avec l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo sur la sellette, la participation de la ministre d'État Thérèse Kaikwamba-Wagner à la rencontre des femmes ministres des Affaires étrangères des différents pays. Bien avant, c'est là la participation de la ministre Thérèse Kaikwamba-Wagner à la rencontre des femmes ministres des Affaires étrangères des différents pays. Je disais bien avant cela, Gracia Kazadi-Yamba était en tête-à-tête avec Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, avec qui ils ont fait un état des lieux de la coopération sino-congolaise. Lydie Mbouyi pour plus de détails.
La participation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération et francophonie, et Thérèse Kayikwamba Wagner à la rencontre des femmes ministres des Affaires étrangères des différents pays était au cœur des échanges entre la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Kazadiamba, et l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Gilbault. Les deux personnalités ont également échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Canada. J'avais une rencontre ce matin avec la vice-ministre des Affaires étrangères. On est revenu sur la visite toute récente de la ministre d'État Wagner qui était à Toronto pour une rencontre internationale des femmes ministres des Affaires étrangères à l'invitation de ma ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly. La RDC étant toujours un partenaire de développement du Canada, bénéficiaire de l'aide au développement canadienne, surtout dans le cadre de la politique féministe, d'aide internationale où on aide énormément les femmes, les jeunes filles et tout l'aspect des violences sexuelles dans les contextes de conflits armés. Une autre audience, c'est celle accordée à Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Avec lui, ils ont fait un état de lieu de la coopération sino-congolaise. J'ai eu tout à l'heure un échange de vues avec Madame la vice-ministre des Affaires étrangères sur un large éventail de sujets. D'une part, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de soutien mutuel des affaires relatives aux intérêts vitaux des deux parties. Il s'agit pour la partie congolaise le soutien de la Chine, des efforts congolais dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et du côté chinois, le soutien du Congo du principe de Chine unique, notamment sur les questions qui concernent Taïwan et les douanes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de soutien mutuel concernant les affaires relatives aux intérêts vitaux des deux parties. Il s'agit du soutien de la Chine aux efforts de la défense et de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où le président de la CENI, Denis Kadima, a présenté son rapport au président de cette chambre, Vital Kamerhe. Le numéro 1 de la centrale électorale a profité de l'occasion pour évoquer la question du parachèvement du processus électoral en cours avec notamment l'organisation des élections à Yakoma, Massimanimba, Rutshuru et Massissi. Merci Diaka pour le reportage. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la centrale électorale conduite par son président Denis Kadima a eu une séance de travail avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné des rapporteurs adjoints Dominique Mounongo le mercredi 25 septembre. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ces jours faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que les cas des conseillers communaux évoluent bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever les restes du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Le collectif des professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo plaide auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour l'amélioration de leur prise en charge. Cette délégation, conduite par le professeur émérite Malembe Tamandiak, a rencontré mercredi les speakers de la Chambre basse du Parlement. Images et commentaires. Le collectif des professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, conduite par le professeur émérite Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information, ISTI actuel IFASIC. Cette délégation est venue plaider la cause des 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans le pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, que nous connaissons très bien,
Nous avons été très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera bien examiné par lui à tête reposée. Ce collectif a sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour remettre ces professeurs émérites dans leurs droits. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire en tant que leur cadet au sein du corps académique et de par sa fonction des présidents de la représentation nationale. Les différents chantiers des routes et des ponts dans la province du Kasaï central évoluent à la grande satisfaction de la population de cette entité. C'est ce qui ressort des échanges ce jeudi entre les caucus des députés nationaux du Kasaï central et les directeurs généraux de l'Office des routes. Les élus de cette province ont promis d'accompagner l'Office des routes et s'impliquer activement dans la mobilisation des fonds pour le reste des travaux. David Fidel Zolo et Djibril Panzou ont signé ces reportages. Quelle est la situation des infrastructures routières du Kasaï central? La question était au centre d'un échange entre le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoy, et les caucus des députés de cette province conduits par son président, John Kabeya Shikai, dans un véritable entretien franc entre le numéro 1 de l'Office des routes qui maîtrise tous les contours des travaux souterrains et les porteurs des desiderata de la population se sont imprégnés de toutes les questions qui assurent le désenclavement de cette entité. Nous avons abordé des questions en rapport avec les travaux que nous devons réaliser liés à la lutte anti-érosive, aux travaux routiers avec mécanisation et aussi aux travaux pour la réhabilitation ou la construction des ponts. Au-delà de ces trois volets, nous avons aussi abordé la question avec les contrats qui nous lient avec la société Airis. C'est un contrat qui doit être exécuté sur un axe de 260 km qui touche ces deux provinces, c'est-à-dire la province de Sankourou et la province du Kasaï central. À l'issue de cet échange, les élus du Kasaï central ont décidé de remuer ciel et terre pour qu'aucun problème d'argent ne se pose pour la finalisation de tous les travaux. Il y a les travaux qui s'effectuent sur RN1, c'est-à-dire Kamouchakananga. Il y a RN39. Là, vous êtes au niveau de Kazumba, vous passez par Luisa, Kapanga, vous êtes alors là-bas. Et avec certaines difficultés que nous avons trouvées sur RN41, des menaces de part et d'autre des érosions. Mais le DG nous a déjà présenté tout ce qu'il a déjà prévu. C'est à nous, comme autorité budgétaire, de faire notre travail pour voir comment intégrer ça dans le budget 2025. Mais pour le reste, en tant que députés nationaux de la province du Kasaï central, nous sommes décidés à accompagner l'Office des routes d'accomplir sa mission. Dans une ambiance bon enfant, les caucus des députés nationaux du Kasaï central et la direction générale de l'Office des routes ont levé l'option de travailler main dans la main pour les biens de tous les centres kassaïens. La situation de l'électrification de la ville de Kananga préoccupe au plus haut point les notables et dignitaires du Kasaï central. Pour ce faire, une séance de travail a eu lieu entre le directeur provincial de l'ANSER et la délégation des notables du Kasaï central. Objectif, s'enquérir du niveau d'exécution de certains projets en charge de ces services étatiques, notamment la construction des barrages hydroélectriques de Mbombo. Emmanuel Kaboukapu, coordonnateur de cette structure, parle de ces échanges dans ce propos recueilli par Soleil Ntoumba. En venant ici, on s'est dit, mais nous ne pouvons pas nous avoir les informations comme si on était loin de ceux qui gèrent. Il était important qu'on arrive. Il nous a tout dit. Nous avons pris acte de tout ce qu'il nous a expliqué. C'est à nous maintenant de voir où toquer en attendant que tout ce qu'il a promis puisse se réaliser ici. Dans notre prière,
et de voir en cercle dans la province faire quelque chose comme il a fait en dehors. Il y a déjà des projets que l'ANSER a débuté, il y a des petits blocages que le gouvernement provincial doit résoudre du côté camp, du côté EFO. Il y a aussi le financement qui traînerait pour que l'ANSER puisse finir les travaux à Tchimboulou, à Luisa. Ce sont des problèmes. Alors nous, comme notables dignitaires, nous ne pouvons pas croiser les bras pour laisser les choses évoluer ainsi. Nous devons aller jusqu'au bout, mener le lobby, toucher les autorités pour que chacun là où il est puisse faire quelque chose pour le bien de tous. Il y a l'espoir quant à ça, tu sais, c'est un projet. Ce qui nous fait du bien nous autres, c'est que l'ANSER nous confirme qu'il a déjà avancé dans les démarches avec les particuliers, avec l'État congolais. La prière, notre prière tout ce temps, c'est de voir ses partenaires, de voir ces démarches aboutir. C'est pourquoi nous invitons encore une fois de plus notre population au calme, à l'apaisement, en attendant que lui, étant d'abord frère, je voulais que ce soit ainsi, c'est un frère bien du Kassai central, il est chez lui, je ne vois pas comment et pourquoi il peut faire qu'on ne puisse pas avoir du courant. Donc dans ce cas, nous disons qu'il doit aussi faire tout pour que nous soyons du courant avant la fin du mandat chef d'État. Quittons le Kassai central pour la ville-province de Kinshasa où le problème qui prévaut au conseil communal de Limete était au cœur d'une séance de travail entre la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et une délégation des conseillers communaux de Limete conduite par Peter Kalala qui s'est dit confiant de la résolution de ce problème conformément au dispositif de la loi. Dieu merci Diaka. La commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu une séance de travail avec une délégation des conseillers communaux de Limete conduite par les conseillers Peter Kalala sur la sellette, la situation actuelle qui prévaut dans l'organe délibérant de la commune de Limete où dès quand se disputent les bureaux du conseiller communal. À en croire Peter Kalala, Jacques Touminama Pangila est le président légal et légitime du conseil communal de Limete au regard des dispositions de la loi. Je rappelle d'abord que le conseil communal de Limete est en pleine vacances parlementaires. C'est depuis le 5 de ce mois que le président avait signé un communiqué pour clôturer la session de juillet. Il y a un groupe de collègues, un groupe de conseillers communaux de Limete qui se sont ligués en rébellion pour déstabiliser les conseils communaux de Limete. En dépit des conseils que le président de l'APK, qui est notre autorité, l'une des autorités de tutelle, nous a donné l'autre fois dans son office, en nous appelant de s'apaiser, de se réunir au nom de l'unité de Limete. Malheureusement, nos amis n'ont pas obtempéré à ces conseils du président de l'APK. Hier, ils ont fait un forcing en organisant un simulacre élection pour remplacer illégalement le président et son vice-président. Alors, avant toute chose, on voulait avoir les conseils de l'une des autorités, qui est le président de l'Assemblée provinciale, pour savoir quelle est la démarche que nous pouvons faire. Alors, ils ont aussi condamné cette manœuvre, cette illégalité. Ils nous ont appelés à rester vigilants, à conserver l'unité de Limete. Satisfait de cette rencontre avec la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Peter Kalala s'est dit confiant quant à la résolution de ces conflits. Ridi Kalala, c'est le nouveau directeur général et intérimaire de la DGRK qui a été installé mercredi au terme d'une cérémonie organisée au siège de cette régie financière de la capitale. Dans sa prise de parole, le directeur général ad intérim promet de relever la pente à travers la maximisation accrue des recettes telle que lui a été recommandée par la ministre provinciale des Finances. Yannick Bilamon et Dieu merci Diaka ont signé ce reportage. Un directeur général intérimaire à la tête de la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK. Il s'agit du directeur des contrôles et de l'ordonnancement des recettes non fiscales de la DGRK, Kakala Boengo Larudi, installé ce mercredi 25 septembre 2024. Il remplace à ses postes Michel Moussaka, directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, suspendu par la ministre provinciale des Finances et Économie de la ville, Yvette Tembo. Le directeur général intérimaire qui a remercié la ministre provinciale
des Finances, pour ses choix portés en sa personne, promet de travailler pour le bien-être de cette région financière de la capitale. Mes impressions sont comme un joueur, un sportif qui a un défi à relever dans un championnat. Donc, après ces instants ici d'installation qui vient d'intervenir, nous allons nous mettre au travail ensemble avec les collaborateurs pour redorer l'image de cette institution, ce service public provincial qui est la Direction générale des recettes de Kinshasa. Tout juste après son installation, le nouveau directeur général intérimaire a échangé avec les personnels de cette région financière à qui il a résumé sa vision pendant ce moment d'intérim, axé notamment sur l'éthique professionnelle et la compétence professionnelle. Nous sommes des techniciens. Nous sommes là pour la mobilisation de recettes. Il ne faut pas qu'il y ait des camps qui sont pour les DG et des camps qui sont contre les DG. Non. Vous devez avoir des camps qui sont contre les anti-valeurs. L'impunité, là, vous pouvez s'ériger contre ces genres de pratiques. Mais nous ne devons pas avoir des agents qui sont pro ou contre les DG. Les DG, c'est une personne qui va passer. L'institution ou le service public va rester. Kakalabo Ngola Rudi promet en outre de relever la pente avec la mobilisation accrue des recettes telle que lui a été recommandée par la ministre provinciale des Finances. Une note sanitaire avant de boucler ce journal. La journée mondiale de la contraception édition 2024 est célébrée sous le thème « Un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir ». Les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population démontrent qu'actuellement, près de 257 millions de femmes à travers le monde ne bénéficient d'aucun moyen de contraception moderne. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omar dans ses récits. En cette édition 2024, le Fonds des Nations Unies pour la population indique que l'accès à la contraception est un droit humain. Il favorise la santé et le bien-être des femmes et des filles, mais également de leurs familles et de la société. Pourtant, partout dans le monde, la hausse des inégalités liées à des facteurs comme la race, le déplacement des populations, l'éducation et les revenus entravent l'accès aux moyens de contraception pour des milliers de personnes, en particulier les femmes et les filles. Pour garantir la liberté de chaque personne, de protéger sa santé reproductive et de planifier sa famille, il convient de garantir la liberté pour chacun. L'accès à la contraception est essentiel à l'autonomie corporelle et à la pleine réalisation du potentiel de l'ensemble des individus. Il permet de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes, de prévenir les décès maternels et de promouvoir l'égalité des genres. C'est dans cette optique que les nations célèbrent la Journée internationale de la contraception sous le thème « Un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir ». Les statistiques de l'UNFPA font état qu'actuellement, près de 257 millions de femmes à travers le monde, la plupart vivant dans les pays à faible revenu et à revenu moyen, ne bénéficient d'aucun moyen de contraception moderne. Ce besoin non comblé aggrave leur vulnérabilité aux infections sexuellement transmissibles telles que le VIH, ainsi qu'aux grossesses non planifiées, aux avortements dangereux et aux décès maternels évitables. On ne peut laisser les femmes mourir faute d'accès à la contraception. Les nations doivent agir pour leur fournir ce dont elles ont besoin pour se protéger et défendre leur santé sexuelle et reproductive, notamment en temps de crise et de déplacement de population, alors que la situation aggrave leur vulnérabilité. Voilà, ce journal est terminé. Voici les rappels des principaux titres. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le Congo-Kinshasa traduit en justice le Rwanda. Le procès devant la Cour de justice de l'EAC s'est ouvert ce jeudi à Arusha en Tanzanie. La présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC, le pillage, les viols et les massacres perpétrés dans cette région. Quelles sont les accusations du gouvernement congolais contre son voisin, le Rwanda? Puis les députés nationaux de la province du Kasaï central saluent l'évolution des différents travaux routiers sur l'ensemble de leur province et promettent d'accompagner l'Office des routes dans la mobilisation des fonds pour parachever certains chantiers.
Nous avons parlé de la célébration ce 26 septembre de la Journée mondiale de la contraception, une façon de sensibiliser les femmes à espacer les accouchements pour éviter les décès maternels et limiter les grossesses risquées. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi partout ailleurs et ici en République démocratique du Congo. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, 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 un monde.